Petit point juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous prévenir qu'il y aura des spoilers d'Avengers Endgame et des autres films du Marvel Cinematic Universe. Aussi n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous plaît et à rester jusqu'à la fin parce que pour une fois je vous garde une anecdote bonus plutôt croustillante. Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Big Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler de Marvel au cinéma et plus précisément de la saga Infinity. Donc oui, dans un premier temps, on va revenir sur ses échecs et ses réussites. Ensuite, dans un second temps, en face cam, on va essayer de voir comment Endgame apporte une conclusion à toute cette saga qui est immense puisqu'elle fait 22 films. Enfin, dans une dernière partie en voix off, on verra le futur de Marvel au cinéma et ce qui nous attend pour les prochaines années. Allez, c'est parti et commençons par une petite anthologie. En France, tout commence le 30 avril 2008. Et si je vous précise la date, c'est uniquement parce que c'est le jour de mon anniversaire. Mais cette année-là, c'est aussi le jour de la sortie du premier film du MCU qui constituera le premier succès de Marvel au cinéma, Iron Man. Le film raconte l'origine story de Tony Stark en trouvant un équilibre fondateur entre l'humour et l'action. Et il se permet même le luxe de relancer la carrière de Robert Downey Jr. à qui le rôle convient parfaitement. Le succès est au rendez-vous. La scène post-générique permet même de lancer l'univers Marvel au cinéma. Sauf que 3 mois plus tard, on a le droit au premier échec du MCU. L'incroyable Hulk, ni drôle, ni vraiment impressionnant, ne convainc personne. Pourtant intégré à l'univers par sa scène après le générique, il sera très vite refoulé par Marvel. Aucune suite ne sera produite, l'acteur changé, et le personnage se cantonnera au film Avengers et à des apparitions succinctes dans les films de ses camarades. Mais cette idée d'univers super-héroïque ne laisse pas tout le monde indifférent. Flairant le bon coup, Disney rachète Marvel Studios et fait exploser les ambitions du projet. Marvel Studios, c'était la boîte de production de Marvel qui produisait donc les films de super-héros dont Marvel avait encore les droits, donc tous les super-héros sauf les 4 Fantastiques, les X-Men et Spider-Man. De 2009 à 2011, sortiront 3 films assez banals, Iron Man 2, Captain America et Thor, qui ne seront ni des succès ni des échecs. Le retentissement aura lieu en 2012 avec la première réunion de tous ces héros, Avengers. Et honnêtement, quelle réussite. Le réalisateur de série Joss Whedon donne une leçon sur la manière de gérer autant d'héros à l'écran. Le film arrive même à introduire Thanos, annoncé comme le grand méchant du prochain Avengers. Le film ira jusqu'à pousser le concurrent de toujours DC à lancer en catastrophe son univers étendu après Man of Steel, avec le succès qu'on lui connaît. L'année 2013 sera celle de la sortie d'Iron Man 3, qui a été très clivant mais qui est difficilement qualifiable d'échec pour moi. Mais aussi de Thor 2, qui est pour le coup vraiment pas terrible. Le personnage n'est pas forcément le préféré des fans, et l'histoire ne permet vraiment pas de remédier à cela. Le film est bien plus sombre que les films habituels du MCU, ce qui en dérange certains. Ajoutez à cela le succès inattendu des Gardiens de la Galaxie, notamment grâce à son traitement humoristique des personnages, et vous avez un autre tournant majeur pour Marvel au cinéma. Effectivement, même si Captain America, le soldat de l'hiver est un succès sorti la même année avec un traitement bien plus sérieux, Marvel va retenir une chose, l'humour. Faire rire le spectateur permet de le faire s'attacher à des personnages qui sont de base pas ultra intéressants. Le succès en demi-teinte d'un Avengers 2 sorti en 2015, assez grave dans son propos, confortera la maison des idées dans son choix. La formule commencera à être appliquée la même année avec Ant-Man, dont le réalisateur Edgar Wright avait été remercié par Marvel suite à des différends artistiques. Voilà. Je vous laisse en tirer les conclusions. Pour moi, c'est à ce moment-là que le MCU se transforme limite plus en une série qu'en un ensemble de films indépendants. Cela va donner par la suite des réalisateurs quasiment en pilote automatique qui vont suivre à la lettre le cahier des charges de Marvel. En 2016 sort Civil War qui symbolise pour moi le chancellement de l'univers. Le film est moyen, mais surtout il n'arrive pas à la cheville du grandiose qu'il aurait dû avoir si on s'en réfère aux comics. On passe d'une guerre civile entre super-héros à une bagarre de rue entre mecs en collant dans un parking, un fond vert assez mal géré. La fin censée être la tragique mort de Captain America est une simple séparation. Pareil pour l'ami de Tony qui perd ses jambes alors que le trailer nous laissait penser qu'il allait peut-être mourir. Seul point positif et pas des moindres, la récupération du personnage de Spider-Man qui appartenait à Sony et qui manquait cruellement à l'univers. De plus, son traitement est vraiment intéressant.
En sautant une origin story que tout le monde connaît par cœur, Marvel introduit parfaitement un Peter Parker jeune et avec donc beaucoup de potentiel. La même année sort Doctor Strange, que j'ai trouvé bon mais sans plus. Pareil pour les Gardiens de la Galaxie 2, Spider-Man Homecoming et Thor Ragnarok, qui a comme mérite de révolutionner un peu le personnage. Et début 2018, une révolution pointera le bout de son nez chez Marvel. Il s'agit de Black Panther. Effectivement, la diversité était vraiment peu présente dans le MCU et ce film maîtrisé permet d'introduire le premier super-héros noir de l'univers cinématographique. Les studios enchaîneront avec un deuxième très bon film, Infinity War, avec comme objectif d'introduire la conclusion de tous les films depuis le début. La fin qui voit Thanos faire disparaître la moitié des êtres vivants est super efficace et le film suivant s'annonce dantesque. I don't wanna go. I don't wanna go, sir. Please. Please, I don't wanna go. I don't wanna go. Sorry. Puis sort Ant-Man et la Guêpe, digne d'un épisode de remplissage d'une série comportant que très peu d'intérêt en lui-même. Le film suivant sera Captain Marvel, un an après le premier héros noir, voici la première héroïne du MCU, il était temps, mais pour ce qui est de son film et du personnage, on en parlera dans la troisième partie. Je trouvais important de faire cette petite rétrospective pour bien comprendre l'immense enjeu derrière Avengers Endgame, qui doit prendre en compte l'ensemble de ses films. Le MCU, je trouve vraiment que c'est une preuve qu'on peut partir de rien et arriver tellement haut, c'est fou. Quand on y réfléchit, il y a 10 ans, il y a très peu de gens qui croyaient en Iron Man, c'était clairement le projet de la dernière chance, sinon ça faisait faillite tout ça. Aujourd'hui, chaque film, ça attire des tas de générations totalement différentes, que ce soit des fans de la première heure, des fans des comics, des gens qui n'y connaissent rien du tout. Bref, tout le monde passe des heures à théoriser, à supposer, à passer un bon moment, à en prendre plein les yeux. Pour moi, le Marvel Cinematic Universe, c'est une grosse série avec des épisodes un petit peu moins bien et des autres vraiment énormissimes. Mais reste qu'au final, tu les regardes tous parce que tu prends du plaisir, que mine de rien, des références qui sont importantes pour le reste. Et le tout se relie justement régulièrement avec de gros crossovers où t'en prends plein les yeux. Et de mon côté, j'ai vraiment hâte de voir ce que Marvel va nous réserver justement pour le futur du Marvel Cinematic Universe. Ça va pas être facile avec Endgame qui conclut vraiment quelque chose qu'on a eu depuis 10 ans. J'espère en tout cas qu'ils arriveront toujours à nous surprendre et à nous faire rêver. Tout n'a donc pas toujours forcément réussi pour Marvel. Et en 21 films, c'est tout à fait normal. Cependant, quelque chose devenait de plus en plus urgent. Se renouveler et donc fermer les arcs narratifs de certains personnages qui durent depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est à ça que devait servir le film Avengers Endgame, qui est donc la suite d'Avengers Infinity War. Mais bon, si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, j'imagine que vous le savez. Et je vais vous le dire d'entrée, pour moi Endgame est un bon film, mais une très bonne conclusion. J'en ai vu beaucoup critiquer les traitements de certains personnages, alors qu'au contraire, je trouve que c'est le point le plus réussi du film. En effet, il arrive à conclure les arcs de 7 personnages différents et majeurs du MCU, ce qui est pas rien, en un seul film. Donc voilà, Endgame a vraiment été conçu pour tourner la page des premiers Avengers, donc l'histoire se focalise vraiment sur ces personnages. Alors on va voir point par point comment sont conclus les arcs narratifs et les enjeux de chaque personnage du film. On va commencer par le plus simple et le plus évident, Thanos. Parce que oui, c'est un personnage majeur du film et même du MCU, puisqu'il a été introduit en 2012 après Avengers, qu'il apparaît aussi dans les Gardiens de la Galaxie, donc il a quand même plané un peu au-dessus de cette saga Infinity, puisqu'il en est le grand méchant. Donc le film se devait de lui apporter une conclusion. Dans le film, vers la fin, il se rend compte qu'en fait, faire disparaître la moitié de l'univers ne règle pas les soucis, et donc il décide de vouloir faire disparaître l'entièreté de l'univers, ce qui est logique, c'est une logique de méchant. C'est intéressant parce qu'à la fin, il est finalement détruit par sa propre création, donc le gant de l'infinité. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez symbolique. Bon, c'est pas non plus ultra recherché, mais c'est pas mal. Mais en fait, pour moi, la vraie conclusion de Thanos, elle était à la fin d'Infinity War. Le personnage est arrivé au bout de son arc narratif lorsqu'il a claqué des doigts. C'est bon, il avait fait ce qu'il avait à faire et on le voit au début d'Endgame où il se laisse tuer quasiment, c'est devenu un petit paysan, il s'en fiche, il a accompli son devoir, il a déjà accompli sa destinée. Ensuite, en héros qui ont le droit à une conclusion selon moi dans ce film, on a Black Widow et Hawkeye. Je mets les deux ensemble car pour moi leur enjeu est assez similaire. En fait, ils doivent réussir à gérer leur attachement aux autres et notamment à leurs proches, malgré leur métier plus ou moins d'agent secret quand même, et qui est très très risqué et qui demande d'avoir beaucoup de sang-froid et de tuer pas mal de gens globalement. Pour Hawkeye, c'est plutôt simple, ça se traduit par sa famille. Il avait mis son métier d'agent secret de côté et finalement il retrouve sa famille à la fin. Donc la boucle est bouclée. En fait, là il y a une petite parenthèse où justement l'enjeu est revenu
et finalement il a redépassé cet enjeu en retrouvant sa famille à la fin du film. Même si on reparlera peut-être de sa famille et d'Hawkeye dans la partie sur le futur, parce que la conclusion de Natasha se traduit évidemment par son sacrifice, et qui est un sacrifice aussi qui est assez symbolique, puisqu'elle permet à Clint de pouvoir revoir sa famille, et donc lui de surpasser cet enjeu. Elle comprend qu'elle ne réussira jamais en fait à vivre correctement, elle n'a pas vraiment d'attache, avec Hulk c'est un peu particulier, avec Captain America aussi. De ce point de vue-là, elle a vraiment réussi à montrer qu'elle s'était attachée à quelqu'un, qu'elle s'était attachée à lui et qu'elle était prête à se sacrifier pour une personne et non pas forcément pour une mission. Mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous Natasha, elle se sacrifie plus pour la pierre de l'âme et donc pour une mission, et elle est encore dans cette logique d'agent secrète? Ou alors, est-ce que c'est vraiment son attachement à Hawkeye qui lui fait se dire ah non, c'est à toi de te sacrifier? Et c'est pour cette raison que je vois les théories comme quoi si Captain America a ramené la pierre de l'âme ensuite, théoriquement il a récupéré Black Widow, donc Black Widow pourrait revenir. C'est possible honnêtement, hein, mais je pense que ce serait une erreur de la part de Marvel. Pour moi, Black Widow a terminé son cycle et faire revenir un personnage mort, c'est rarement une très bonne idée parce que ça annule pas mal les enjeux. Après, il y a aussi un personnage qui a pas mal fait rager, Hulk. En effet, voir Hulk devenir un mélange entre Banner et la Bête, ça n'a pas plu à tout le monde. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à le voir comme ça. Il y en a qui le faisaient très justement remarquer, on a quand même eu 3 Hulk différents dans les Avengers quoi. Sans compter son film solo qui est complètement à part comme on l'a vu avant. Pourtant, ce choix est totalement logique avec sa problématique. Il devait réussir à trouver l'équilibre entre Banner et Hulk. Depuis le début, même dans les comics, c'est ça la vraie problématique de Hulk. Et bah là, il a réussi. Alors certes, le film passe sous silence ce moment, ce qui est peut-être dommage en vrai, mais bon, vu que le film dure déjà 3 heures et que les gens trouvent ça trop long. Donc désormais, on a un Hulk qui s'assume pleinement, qui est bien dans sa peau, mais qui a perdu sûrement l'usage de son bras quand il a utilisé le gant de l'infini. On le reverra peut-être si les futurs super-héros à un moment ont besoin d'un conseil, un peu d'aide, mais plus en tant que professeur qu'en tant que bête qui se bat réellement. Son enjeu est d'ailleurs un peu similaire et a autant fait grincer des dents qu'un autre Avenger, Thor. L'enjeu de Thor a toujours été la légitimité et la dignité si on élargit un peu. Effectivement, c'est clairement l'Avenger le plus puissant, je crois même qu'il est plus puissant que Captain Marvel puisque c'est un dieu, mais il peut n'avoir aucun pouvoir si jamais il n'en est pas digne, c'est-à-dire digne d'être le roi d'Asgard, etc. et d'être pur apparemment. Et alors que tous les films Thor quasiment, c'est Thor qui se rend compte à quel point il doit être quelqu'un de sérieux, il doit pouvoir réussir à guider son peuple, etc. Bah là on a Thor qui devient gros, qui joue à Fortnite et qui arrête pas de faire des blagues. Alors certains ont trouvé ça choquant et même moi au début je me suis dit non mais il va redevenir comme il était avant, etc. Et en fait non, et c'est pas totalement illogique. Comme Hulk, Thor s'est enfin trouvé et a réussi à s'accepter comme il est. C'est d'ailleurs ce que lui dit sa mère quand il la voit. Et j'ai vu des gens qui se plaignaient que cette scène n'était pas top, etc. Mais non, parce qu'elle souligne vraiment la problématique de Thor. Et avec sa mère qui, en gros, lui pardonne, lui dit « Mais non, mais le plus important, c'est que tu sois toi-même. » Et bah, ça a permis à Thor de s'accepter comme il était et d'arrêter de chouider toutes les 2 minutes comme il faisait juste avant. L'avant-dernier est Captain America. À vrai dire, comme beaucoup de monde, je m'attendais à ce que Captain America se sacrifie pour sauver tout le monde dans Endgame. Mais en y réfléchissant un peu, en fait, ça aurait pas du tout bouclé l'arc narratif du personnage, puisque dès le début, Steve est prêt à sacrifier et à se sacrifier pour les autres. C'est lorsqu'il écrase son avion dans la glace pour éviter à la bombe d'exploser, il me semble. Clairement, il se sacrifie pour les autres. À la place, les frères Russo ont préféré traiter de la dignité du personnage et de son rapport à l'époque. Puisqu'en effet, il y a vraiment quelque chose qui revient dans le Captain America 2 et même Captain America 3. En gros, c'est que le Captain se sent plus vraiment digne d'être le représentant des États-Unis, etc. Et à la fois, il ne se sent pas à la bonne époque, il regrette toujours l'agent Carter. Du coup, c'est conclu parce que il arrive à soulever le marteau de Thor, ce qui honnêtement donne une scène qui, moi, m'a fait plaisir. Et à la fois, quand il retourne dans le passé, qui est une super manière de conclure le personnage, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Enfin, parlons d'Iron Man. Globalement, son problème est le même depuis le premier film. Il est imbu de lui-même et fait sans cesse passer son intérêt avant celui des autres. Son sacrifice à la fin, abandonnant même sa toute nouvelle famille, montre bien qu'il a réussi à dépasser cet enjeu. Il y est même fait référence lorsqu'il voyage dans le temps et qu'il rencontre son père qui lui raconte qu'il a le même problème.
qu'il fait trop souvent passer son intérêt avant celui des autres. Ainsi, le voyage dans le temps permet quand même aux 3 personnages principaux, donc Captain America, Thor et Iron Man, de se rendre compte de leur enjeu, de prendre du recul sur leur situation et de comprendre ce dont ils ont vraiment envie et vraiment besoin, ce qui amène ensuite à la conclusion. Donc même si le voyage dans le temps, évidemment, c'était une solution de facilité et à la fois, ça a quand même créé pas mal de paradoxes à mon avis. Bon, ils ont dû prévoir le coup, mais il y a quelques questions qui restaient en suspens et quelques trucs qui sont pas très logiques. Mais c'est vrai que ça permettait ça permettait une sorte de prise de recul et au héros de se dire bah mince en fait mon destin c'est de faire ça, donc pour Iron Man, pour Thor et Captain America c'est 3 trucs différents. C'est pour ça que selon moi, même si Avengers Endgame n'est pas un film parfait, loin de là, il est une des meilleures conclusions qu'on pouvait espérer à plus de 10 ans d'enjeux de films qui ont été construits. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre votre avis sur Avengers Endgame en commentaire. Avengers! Assemble. Donc voilà, on a vu ensemble comment les personnages principaux qui sont là un peu depuis le début, ou au moins depuis 2012 avec Avengers, ont été conclus. On va donc maintenant voir les personnages qui eux n'ont pas du tout été conclus et ont été introduits il y a peu, et quel futur on peut attendre. Avengers Endgame c'était sympa, mais Disney ne va pas se contenter de ça. L'univers fonctionne, il va falloir l'exploiter jusqu'au dernier centime récupérable. Du coup, si vous aimiez pas le MCU, votre calvaire n'est pas fini. Disney l'a bien compris, le futur est aussi dans les séries. Ainsi, une série Loki, Vision et Wanda et Falcon et Bucky sont en développement pour la plateforme Disney+, dont on a déjà parlé dans la précédente vidéo sur Netflix. Mais aujourd'hui, on parle de Marvel au cinéma, on va donc se concentrer là-dessus. Parce que si quasiment tous les anciens Avengers ont pris leur retraite, la relève est déjà là. Il y a tout d'abord Ant-Man, qui en théorie devrait avoir le droit à un 3e film, et son enjeu lié au problème en tant que père n'est pas encore terminé, avec sa fille qui a encore en plus bien grandi. Cependant, le mini-flop de son 2e opus devrait le reléguer au second rang. Il y a ensuite Doctor Strange, personnage assez apprécié qui prend de l'ampleur à chaque nouveau film. De plus, la prochaine saga du MCU devrait être d'ordre cosmique selon les rumeurs, ce qui est donc une échelle qui convient parfaitement à Strange. Sa problématique reste la protection de la pierre du temps, d'autant plus qu'il l'a perdue dans Infinity War. Il devra donc trouver un moyen de pallier à son absence. Sa relation avec Peter Parker a aussi débuté dans Infinity War et on sent une vraie alchimie entre les deux personnages. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. I'm Spider-Man then. Parce qu'en effet, Spider-Man risque d'être au centre de cette prochaine saga. Ça paraît compliqué, étant donné que ses pouvoirs seraient assez limités s'il doit combattre un ennemi comme Galactus par exemple. Cependant, j'ai ma petite idée, et l'arrivée de Mysterio pourrait être un vrai tournant pour le personnage de Tom Holland. Mais ça mérite une vidéo à part entière, alors on va dire que si on atteint les 1500 pouces bleus, je la sortirai avant Spider-Man Far From Home. Ensuite, on a Black Panther, un super-héros très apprécié. Pareil que pour Spider-Man, ses pouvoirs sont moyennement adéquats à des combats d'ordre cosmique. Sauf qu'il a un atout en plus, l'armée du Wakanda, qui est très puissante. Certains annoncent même pourquoi pas une arrivée du personnage de Namor dont l'armée pourrait affronter celle de Black Panther. Il y a aussi les Gardiens de la Galaxie dont l'arrivée de Thor pourrait faire du bien, surtout maintenant que le héros est démystifié, il rentre parfaitement dans l'équipe. Et puis s'ils doivent faire face à un méchant de l'ampleur d'Adam Warlock comme annoncé dans le 2e film, ils auront bien besoin de Thor. Évidemment, une partie de l'histoire sera aussi probablement focalisée sur la recherche de Gamora. Enfin, parlons de Captain Marvel. Parfaitement adaptée au niveau cosmique, j'ai hâte de la voir en action dans cette nouvelle saga, car jusqu'à présent, je l'ai trouvée que peu intéressante. En effet, elle est clairement trop puissante pour les enjeux de son film et de la saga Infinity, et ne semble avoir aucune difficulté, ce qui la rend selon moi moins attachante. Cette Superman et encore plus sans kryptonite a besoin d'un ennemi de taille que Marvel pourra enfin introduire correctement. Parce que bon, le jeu de l'eau il est marrant 2 minutes, mais c'était évident qu'il ferait pas le poids. Quand on voit comment elle terrasse l'armée de Thanos, bon, pour moi ça enlève un peu d'enjeu et de suspense au film, ce que je trouve dommage. Après, est-ce que ces super-héros se rassembleront pour reformer les Avengers? Eh bah c'est pas si sûr, et j'ai hâte de voir comment Marvel va s'en sortir avec ça. C'est intéressant car pour la première fois à la fin d'Avengers Endgame, nous n'avons ni scène post-générique, ni la phrase « les Avengers reviendront », ni même d'annonce des prochains films. On sait qu'il y en aura, mais on ne sait pas exactement lesquels. Et quand. Et c'est top, car pendant 1 an, toutes les théories seront possibles quant au futur du MCU. Est-ce que la fille d'Hawkeye va reprendre le flambeau de son père? Pareil pour la fille d'Iron Man, dont on parlera dans l'anecdote bonus. Énormément de questions sont en suspens, ce qui rapproche encore plus cet univers de film d'une série.
mais ce qui permet aussi d'exalter tous les fans du MCU. Et vous en pensez quoi? Vous aimeriez voir quoi pour le futur de Marvel au cinéma et vous pensez qu'il va y avoir quoi? Dites-moi surtout vos personnages préférés qui vont peut-être se développer, à savoir Spider-Man, Doctor Strange ou Captain Marvel. J'attends tout ça en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça m'aiderait énormément, mettre la cloche et à partager avec tous vos amis. Voilà, les vidéos sur les super-héros sur ma chaîne, ça marche rarement, mais justement je compte sur vous, essayez de péter la barre de like. Et juste avant de conclure, en fait, j'ai oublié de tourner l'anecdote bonus, donc je vais vous la donner en voix off comme ça. Catherine Langford était censée tourner dans Avengers Endgame, mais sa scène a été coupée au montage. Ça a alors demandé quel rôle elle aurait pu jouer, et selon les réalisateurs, elle aurait dû jouer la fille de Tony Stark, qui lui serait apparue lors de sa mort. Donc voilà, on se retrouve dans l'espace commentaire et surtout on se retrouve dimanche prochain 15h pour parler de Game of Thrones. Que vous aimiez ou pas la série, la vidéo sera faite pour vous inquiétez pas, tout le monde pourra regarder. Bref, à dimanche prochain 15h, ciao!